Bien, donc rebonjour et bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, nous allons effectivement entamer cette deuxième phase de la matinée avec donc le thème numéro 2 qui porte là sur la présentation des espaces de réflexion créative que sont bien, les Fab Labs et les Hack Labs. Alors, nous allons avoir plusieurs interventions qui vont se succéder. Tout d'abord, on va un petit peu regarder l'activité d'EcoFab, qui est un Fab Lab au sein duquel justement est hébergé Mandalab, un Living Lab. Donc quand je vous disais tout à l'heure que les lieux ne pouvaient pas forcément être bien, séparés les uns des autres. Et puis également, nous verrons l'exemple d'un Fab Lab, d'un lab social avec l'intervention d'Alexia de Bastiani. Et puis enfin, un atelier de réflexion créative avec donc l'intervention de Lambert Lee et voilà et donc de son collègue. Voilà donc dans un premier temps, effectivement, on va d'abord entendre Monique Chartrand et ensuite voilà, on fera au fur et à mesure les interventions. Vous pouvez venir. Alors, bonjour tout le monde, je suis Monique Chartrand, directrice générale de Communautique. Pour me présenter personnellement, je suis une ancienne intervenante sociale, une gestionnaire au fil des années et devenue andragogue, donc vraiment intéressée par l'éducation des adultes et les troubles d'apprentissage. Communautique qui a créé le Mandalab, le Living Lab, le Mandalab, est un organisme de formation continue, donc qui travaille depuis 16 ans à l'appropriation des technologies par le plus grand nombre. Au fil des années, on a toujours valorisé l'innovation sociale. Qu'est-ce que les organisations font d'intéressant avec les technologies? Et on s'est toujours préoccupé d'avoir un rôle d'advocacy du citoyen vis-à-vis des enjeux de la société de l'information, ce qui nous a amené, au fil des années, à réaliser que les enjeux de la société de l'information sont de plus en plus vastes. Donc, on ne choisit pas les technologies avec lesquelles on vit. Que ce soit les drones aux frontières, les scanners corporels à l'aéroport, les nanotechnologies, le contrôle de nos informations personnelles, le contrôle de l'État, enfin. Donc, les enjeux devenaient immenses pour une petite organisation du Québec avec un très vaste écosystème. Donc, je reconnais beaucoup d'amis ici. Donc, on s'est dit, même si on forme tout le monde à 4 logiciels de base, on n'y arrive pas à confronter ces enjeux-là. Et on s'est plus repositionné en mode laboratoire en se donnant quelques années pour expérimenter, avec comme hypothèse que si l'usager est partie prenante du développement de la technologie et des usages, il y a plus de chances qu'elle réponde à nos besoins et nos désirs. Ceci dit, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit comment on va faire ça. Et on a découvert le réseau mondial des laboratoires vivants. Donc, on a fait une analyse des tiers-lieux aussi, des centres d'innovation un peu partout, des méthodologies dont Yves nous a parlé tantôt de Percolab. On a travaillé beaucoup avec Percolab, avec d'autres acteurs aussi de l'innovation par la suite pour développer notre propre laboratoire vivant qui nous permettait d'inclure l'usager comme partie prenante des développements en innovation sociale et technologique. Donc, pourquoi le Mandalab? On était des gens très cérébraux qui écrivaient des mémoires, donc il fallait devenir créatif, donc c'était pas évident. Et au moment où on a créé le Mandalab, selon les penseurs des technologies, ce qu'on constate, c'est que les technologies sont très utilitaristes et ne tiennent pas compte grandement de notre aspect contemplatif. Donc le Mandalab, pour nous, ça a été vraiment de symboliser, de marquer le pas sur le fait qu'on allait vers le contemplatif. Donc, le Mandalab, laboratoire vivant homologué dans le réseau international, qui travaille pour que l'innovation sociale entraîne l'innovation technologique qui entraîne l'innovation sociale et dans des projets tant utilitaires que contemplatifs. Donc, je vais vous présenter, dans le fond, je vous ai dit un peu pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, puis un petit peu quelques réalisations et le lien que l'on fait avec les Fab Labs par la suite. Donc, voilà. Donc, on a constaté aussi dans les dernières années que les usagers il y a beaucoup de processus de participation citoyenne. La participation citoyenne, on en entend parler depuis plusieurs années, mais de la participation citoyenne puissante qui permet vraiment à ce que l'usager soit partie prenante en amont des projets, au cours du projet et par la suite des projets, c'est quand même assez rare. Et donc, on a réussi à trouver des façons de faire pour y arriver.
et à développer une méthodologie puissante, donc basée, comme Yves l'a mentionné, entre autres sur les travaux de la 27e région, les approches de Team Academy, Art of Hosting, Design Thinking, donc toutes des méthodologies éprouvées qu'on a su combiner pour proposer une méthodologie de co-design qui permet, comme on le mentionne ici, la collaboration extrême entre des multiparties prenantes. Donc, autrement dit, ce qu'on propose, c'est qu'on entre en mode de copromoteur avec des organisations qui ont des situations complexes et on travaille à leur offrir une page blanche où est-ce qu'elles peuvent sortir de leur planification stratégique opérationnelle ou des contraintes de gouvernance de l'institution pour vraiment aller en mode copromoteur pour confronter la complexité. Nous, naturellement, notre mission est en technologie. On pose toujours le regard, depuis qu'on s'est mis en mode laboratoire, sur l'usage de la technologie en s'assurant d'avoir des marqueurs d'inclusion sociale là, qui sont les valeurs de base de Communautique. Donc, on a fait les démonstrations là, que c'est possible. Pour commencer, pour y arriver, en fait, on est parti de ce qu'on faisait déjà, des projets de recherche et développement qu'on faisait déjà, puis on a commencé à appliquer la méthodologie Living Lab pour voir qu'est-ce que ça veut dire, ça être un Living Lab. Donc, on s'est appliqué, puis par la suite, on a développé notre propre méthode québécoise. Donc, on a fait le projet de recherche et développement Métropole en résidence, qui, comme je le mentionne, réunit des copromoteurs, des partenaires d'une démarche qui va permettre de créer, de poser une question puissante pour cheminer avec les usagers. Et donc, il va se décliner en entrevue avec les différents acteurs, toujours avec des gens qui veulent innover. On n'essaie pas de convaincre personne, on essaie que les gens au contact de la méthodologie puissent aussi s'approprier la méthodologie et le mode Living Lab. Et donc, on procède vraiment par 3 séquences de semaines qui sont immersives. Donc, c'est vraiment des résidences, c'est comme aller en voyage. On arrive dans un milieu, puis on s'immerge dans le milieu. Donc, on peut, entre autres, poser toutes les questions innocentes que les gens se posent peut-être plus dans leur contexte. Et ce qu'on va rêver, donc c'est vraiment la prémisse d'innovation pour nous, c'est vraiment de réactiver la capacité de rêver des gens qui participent au processus, car tout le monde va commencer par dire combien ça coûte, puis c'est quoi le livrable. Donc, il n'y a peut-être pas de livrable, puis bon, on commence ensemble, puis on va s'organiser pour trouver les ressources pour y arriver. Et ce qu'on a rêvé, bien, on va aussi naturellement s'inspirer de tout ce qui peut être innovant là, à travers le monde pour alimenter. Les experts accompagnent le processus, donc c'est vraiment en mode horizontal. Les idées, les rêves viennent vraiment des usagers. Et dans la deuxième semaine du processus, c'est vraiment de prototyper ce qu'on a rêvé. Ce qui est un des aspects très importants de l'innovation, c'est vraiment d'être itératif, de prototyper, de l'essayer et d'en tirer des leçons. Et la troisième semaine permet d'intégrer tous les enjeux qu'on a rencontrés qui vont toucher la gouvernance, les financements, les engagements pour de futurs projets suite au processus. Donc, comme Yves mentionnait, on a appliqué, on a développé, on a testé la méthodologie avec Percolab dans Imaginons Saint-Marc, donc une des 50 églises de Rosemont, qui est une assez grosse église où il y avait énormément de complexité, qui était à vendre depuis 4 ans avec un ensemble d'acteurs qui n'arrivaient pas trop à faire quelque chose de cette église-là. Donc, on est parti de compétiteurs pour l'acquisition de l'église à ce que les compétiteurs deviennent des copromoteurs du processus et non pas nécessairement du projet, parce que le processus lui-même permettait de faire évoluer leur propre projet et de participation de plusieurs organisations qui se sont greffées au processus pour eux-mêmes venir expérimenter leurs propres initiatives et un cercle citoyen qui s'est formé au cours de du processus qui, à la fin, était un copromoteur du projet qui permettait d'acquérir l'église Saint-Marc et d'en faire un espace vivant. On a aussi appliqué, on a testé la méthodologie sur des portées territoriales différentes. Donc, comme on parlait, comme Yves le mentionnait, la méthodologie, ça peut être éphémère, ce n'est pas nécessairement un lieu, mais ça peut s'incarner dans différents lieux aussi. Donc, pour tester la méthodologie à différentes portées territoriales, on a fait, imaginons, nos Fab Labs entre les régions de Laval, Longueuil et Montréal. Donc, personne ne connaissait les Fab Labs. Il ne pouvait pas avoir de chicane de clocher entre les régions. Donc, ça a permis vraiment de tester la méthodologie quand on se déplace d'une région à l'autre. Donc, on avait des gens de Laval qui étaient à Longueuil et vice-versa, des gens d'un peu partout qui ont participé. Donc, c'est possible de faire des laboratoires vivants à très grande portée territoriale, ce qui est en fait notre prochaine étape à Communautique.
Puis, à travers on avait découvert le Living Lab, on s'est transformé en Living Lab, puis l'année suivante, on nous a présenté les Fab Labs. Alors, avec Yves, on avait réuni quelques personnes qu'on pensait pouvoir intéresser au Fab Lab. Et on a documenté en français le site Fab Lab Québec pour faire connaître les Fab Labs. Puis, suite à cette documentation-là, on a fait un micro-événement pour présenter la récolte. Et là, il est venu des gens, on a invité plein d'adresses courriels qu'on pensait intéresser, puis il est vraiment venu une centaine de personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, c'était vraiment pas la famille et ça venait de toutes sortes de secteurs avec un enthousiasme assez incroyable. Donc, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose là. Fait qu'au lendemain, on a essayé d'en faire un. On a dit, on en parle théoriquement, mais ça veut dire quoi avoir un Fab Lab? Donc, depuis 2011, on est rendu Operated Fab Lab, premier Fab Lab au Canada, et on accompagne le développement de Fab Lab au Québec et bientôt au Canada. Donc, pour nous, le Fab Lab, je pense un peu comme Pierre-Luc avait mentionné, bon, il peut y avoir des Fab Labs où on va retrouver des super équipements, où est-ce qu'il n'y a pas de collaboration, ou même parfois il n'y a personne, où les projets sont très individuels. Donc, c'est vraiment l'idée de médiation dans l'espace, d'accueillir les gens qui fait toute la différence aussi. Donc, il faut vraiment que l'intention, ce soit de bâtir une communauté et non pas de mettre simplement des équipements là, ouverts au public. Donc, ça peut aller très loin. Donc, nous, notre expérience du Fab Lab, qui est un Fab Lab communautaire, c'est vraiment, pour nous, on accueille le grand public. Donc, on adhère à la charte des Fab Labs, le modèle Fab Lab issu du MIT. Donc, il y a une adhésion à la charte qui engage à ouvrir au moins une journée par semaine gratuitement au public. Et on accueille des gens de 7 à 97 ans, vraiment de tout, une diversité assez incroyable. Que ce soit du pâtissier à une dame qui avait son moulin à coudre pour venir coudre parce qu'il y a moins de bruit, qu'elle ne peut pas faire de bruit chez elle, ou des ingénieurs, des architectes, et vraiment des familles qui viennent vraiment au Fab Lab pour fabriquer almost anything, donc vraiment n'importe quoi. On peut tout fabriquer dans un Fab Lab, c'est infini. Donc, c'est une réappropriation majeure de l'époque industrielle avec des machines à commande numérique, donc qui facilitent de pouvoir opérer des équipements de prototypage rapide et donc qui permet une réflexion profonde aussi sur nos modes de consommation. On fait aussi le dernier jeudi soir du mois, par exemple, on fait un Repair Café, qui est aussi une autre façon de faire là, qui évolue à travers différents lieux. Donc, les gens sont invités à apporter n'importe quoi qu'ils veulent réparer. On essaie de le réparer ensemble. Donc, avec la communauté, avec les outils Internet, donc on arrive à faire vraiment, à se réapproprier le monde de l'objet d'une façon incroyable. Donc, pour nous, c'est vraiment une porte d'entrée. Donc, Communautique a ouvert un Fab Lab comme un prototype pour démontrer que c'est possible et comment on peut le faire. Et ça devient en même temps notre porte d'entrée citoyenne dans le quartier de l'innovation. Donc, on a un ancrage local. Auparavant, on avait des salles de formation, là, des espaces de participation numérique qui étaient plus des salles de formation. Là, on est passé vraiment en mode innovation, apprentissage par les pairs. Donc, ça nous donne une plateforme d'innovation qui est un environnement d'apprentissage, mais aussi une communauté de pratique, apprendre à faire ensemble. EcoFab, le nom de notre Fab Lab, Eco pour l'éco, parce qu'on travaille beaucoup avec les personnes sourdes et malentendantes. Donc, on a mis une intention de faire de la recherche et développement au niveau de l'acoustique. Ça, c'est l'intention EcoFab en dehors du fait que c'est ouvert au public. Et on a ainsi une opportunité de vivre le Living Lab au quotidien parce que ça le fait de facto. Les gens collaborent, travaillent ensemble, innovent et créent vraiment toutes sortes d'usages et même de technologies. À partir de là, bien, comme par le passé, Communautique a formé à chaque année une centaine d'animateurs au Québec pour accompagner la population pour s'approprier Internet. Alors maintenant, la phase suivante, c'est vraiment d'arriver à créer le corpus de formation pour les médiateurs qui accueillent dans un espace de fabrication numérique. On pense que c'est vraiment le rôle de médiateur qui anime une communauté, pas nécessairement quelqu'un qui connaît toute la technologie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de technologie. C'est du logiciel à la machine, à l'électronique et plus, parce que ça inclut aussi des équipements traditionnels. Donc, c'est vraiment une multitude de compétences qui sont partagées entre les acteurs de la communauté pour réussir à transformer notre monde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, donc, de plus en plus, il y a une tendance actuelle, justement, de lier Living Lab et Fab Lab. Ce qu'on se rendait compte, c'est quand on présentait la méthodologie Living Lab, souvent, il y avait comme la moitié des gens qui, plus ou moins, comprenaient. On avait l'air de parler un peu chinois, puis l'autre moitié qui comprenait très bien, c'était vivant, ça venait rejoindre leur propre pratique. Et inversement, au Fab Lab, on a des gens
qui regardent une imprimante 3D puis qui disent ben, « ça imprime un bout de plastique, là, c'est quoi la révolution? » Et l'autre moitié, par contre, touche l'innovation. Donc, on voit que c'est très complémentaire au niveau de l'innovation de pouvoir avoir la méthodologie et de pouvoir toucher l'innovation. Donc, on travaille à EcoFab principalement. On a 100 jours qui sont ouverts au public, qui sont autogérés par la communauté. Et on a une centaine de journées éducatives qu'on travaille avec différents partenaires, dont les centres jeunesse qui sont ici aujourd'hui. Pour notre intention, c'est vraiment d'essaimer le plus de Fab Labs possible. On croit beaucoup au modèle. On soutient le développement des Fab Labs et on espère que le pays va devenir une Fab Lab Nation bientôt. Ou qu'on pourrait avoir une Fab City à Montréal, qui serait intéressant aussi. Donc, on est allé aussi chercher le programme Fab Academy qui est offert par le MIT, qui est une autre façon de pouvoir former des gens pour aller plus loin dans les appropriations technologiques. On se déplace dans les événements, les écoles, les bibliothèques pour faire connaître, on accompagne, puis on espère qu'il va y avoir des programmes plus substantiels que nos petites ressources là, pour y arriver dans les prochains mois. À travers ça, on a choisi un dossier spécifique parce que ça peut tout faire, un Living Lab. C'est toute complexité dans n'importe le lavage, le ménage, je sais pas. Mais donc, on a choisi un dossier privilégié pour incarner notre savoir-faire et qui s'appelle Matière grise, qui vit 2025, c'est-à-dire la Silver Economy, qui est l'économie par et pour les aînés, qui, dans les 20 prochaines années, est une réalité démographique qui peut nous amener à repenser notre vivre ensemble complètement. Donc, on va focusser notre action à travers la Silver Economy. Et comme Living Lab, on a obtenu aussi avec la collaboration de l'Université Concordia la venue de la rencontre internationale des Living Labs à la fin du mois d'août. Donc, le Open Living Lab Days va être à Montréal. On vous encourage à y participer et à vraiment suivre qu'est-ce qui va se passer là. Ça va être vraiment intéressant. C'est un momentum de laboratoire vivant et d'innovation ouverte où on vous invite tous. Je pense que j'ai tout dit. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, les labs, Living Lab, Fab Lab. Moi, je vais en rajouter une petite couche. Alors, d'abord, Dynamo. On est un organisme à but non lucratif qui travaille en développement territorial. Donc, avec des tables de concertation, des collectifs. Moi, mon nom, c'est Alexia et je travaille dans la partie mobilisation des connaissances chez Dynamo. Donc, partage de savoir, partage d'expérience. Et d'habitude, je travaille en cercle. Donc, je ne suis vraiment pas à mon aise présentement et je vais m'imaginer très, très fort qu'on est tous en cercle et qu'on prend un café. Merci. Donc, chez Dynamo, notre marque de commerce, entre autres choses, c'est les post-it. Alors, ça va être du low-tech post-it. Alors, chez Dynamo, on est un peu... en fait, je me suis reconnue dans la présentation de Yves. Où es-tu, Yves? Et de Monique. Donc, des espaces de réflexion, des espaces créatifs, de collaboration. Et on réunit des gens, on les rassemble, on travaille avec eux, on les accompagne, formation, tout ça. Donc, on a fait un lab social, et c'est pour vous parler de ce lab-là que je suis ici aujourd'hui. En fait, je pense que c'est pour ça. Alors, donc, en mobilisation des collectivités, c'est un milieu assez complexe parce que c'est un milieu avec des acteurs qui travaillent en intersectoriel et en multiréseau. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave. Sachez juste que c'est complexe. Et notre hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de savoir et d'expérience sur le terrain avec les acteurs terrain et que les gens n'ont pas le temps de se parler. Donc, on souhaitait mettre sur pied un lab social pour qu'ils puissent partager leur expérience, mobiliser les connaissances, puis voir s'il n'y avait pas quelque chose qui émergerait de ça, qui serait quelque chose de nouveau ou pas, ou en tout cas quelque chose qui sortirait de ça. Je vais manquer de place. Alors, dans ce but, on a mis sur pied un lab social qui est inspiré de la théorie des social labs de Rios Partners. Vous pouvez les voir sur Internet, ce qui est absolument fascinant et très, très, très intéressant, et de la théorie U également et de la pensée design.
Donc, on a fait un melting pot de ça. On a rassemblé des gens, c'est-à-dire qu'on a rassemblé 23 acteurs de 6 régions du Québec. Donc, Montréal, Montérégie, Centre du Québec, Québec, Mauricie, Lanaudière. 23 acteurs, des coordonnateurs, des directeurs de CDC, table de concertation, agents de développement, peu d'expérience, beaucoup d'expérience. Donc, on les a réunis dans une expérience qui a duré à peu près 10 mois. Je n'irai pas plus bas parce qu'on ne voit pas le bas en arrière. Hein? OK. Donc, une expérience qui a duré à peu près 10 mois et qui a couvert le grand thème de la mobilisation des collectivités, mais 4 sous-thèmes, donc 4 sous-équipes qui ont travaillé, qui ont choisi eux-mêmes ces 4 thèmes-là. Donc, ils ont travaillé sur l'hyperconcertation, la gouvernance, le travail ensemble, concertation, gouvernance, travail ensemble, et la mobilisation citoyenne ou participation citoyenne. Donc, on les a réunis sur 10 mois. Pendant 6 jours et demi. Donc, on a suivi un peu le processus de la pensée design. Les jours 1 et 2, on les a sortis de leur milieu, on les a amenés en résidence à Camac. Et là, ils ont passé 2 jours ensemble dans une phase d'empathie, c'est-à-dire partager leur expérience, ce qu'ils savent, partage de connaissances, comment ils voient ça, la mobilisation des collectivités, donc apprendre à se connaître. Donc 2 jours. C'est tellement pas grave. La 3e journée, ça a été une journée où il y a eu la définition des enjeux sur lesquels il voulait travailler, sur la mobilisation des connaissances. Lui aussi, il va tomber, je vais me dépêcher. Donc, c'est ça, low-tech, c'est pas parfait. Mais le high-tech non plus, hein? Donc, la définition de ces enjeux-là, de la mobilisation des collectivités. Journée 4, idéation, donc toutes les idées qu'on peut sortir sur... qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut répondre à ces enjeux-là. Journée 5, le prototypage, donc qu'est-ce qu'on peut créer en 3D, comment on peut travailler des nouvelles solutions. Et la journée 6, évaluation des prototypes qui ont été testés sur le terrain. Puis la demi-journée restante, c'était l'évaluation du processus dans son ensemble. Les retombées. C'était parfait, c'était tout voulu, c'était pour me faire la place. Alors, les retombées de ce processus. Des outils, bien entendu, des activités qui ont été testées sur le terrain, des savoirs qui ont été partagés. Entre autres, une des choses qui a sorti très fort, c'est le besoin pour les gens qui sortent de léguer leur savoir, leur expérience, parce qu'il y a vraiment une roue tournante très forte dans le milieu communautaire, dans les collectifs. Ça va super bien. Dans les collectifs, donc, et il y a vraiment un besoin de legs, de passer au suivant avant de partir. Le réseautage entre les acteurs et le partage de leur travail interrégion. Donc, dans ma région, comment ça se passe, dans ta région, puis les grandes tendances et les contextes qui sont différents aussi. Et leurs apprentissages à eux sur les différentes méthodes qu'ils ont vécues, les différentes approches qu'ils ont essayées, comment ils se sont étirés, ils sont sortis de leur zone de confort, comme je fais présentement. Donc, voilà. En termes d'apprentissage, c'est la partie qui me plaît le plus parce que, en fait, tout ce processus-là qui était complètement imparfait. On a travaillé très, très fort et puis on apprend. Donc, dans cet esprit-là, ce qui est resté beaucoup, c'est que dès le départ, on avait une intention pour ce lab-là, mais à rebours, on se rend compte qu'on aurait pu prendre plus de temps pour passer des entrevues avec ces différents acteurs-là et voir quelle était leur intention commune pour qu'on puisse aller chercher le cœur de ce qui les motivait, de ce qui les engageait.
Donc, l'intention commune, passer plus de temps là-dessus. Notre deuxième apprentissage, c'était d'avoir un focus plus grand sur une thématique et non 4 thématiques. Donc, on aurait mis toutes nos énergies à la même place, puis probablement qu'on serait allé un petit peu plus loin. Ça aurait été plus productif, ou en tout cas, tous les regards se seraient portés sur le même focus. Ensuite, une autre chose qui est très importante, c'est la diversité des acteurs. Puis ça, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment senti. Donc, même si on avait 23 acteurs de 6 régions du Québec, bien, pour nous, il manquait des artistes, des économistes, des scientifiques, des musiciens, qu'est-ce que j'ai écrit? Des citoyens, des gens qui travaillent dans le développement durable. Donc, pour nous, il manquait toute cette diversité-là, des gens qui venaient parfois pour venir nourrir le processus. Donc, pour nous, il manquait cette partie-là. Puis évidemment, ben, je ne sais pas si Pierre-Luc qui est encore là, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, et on manquait d'argent. Donc, voilà. Un autre apprentissage, c'est de prototyper plus rapidement. Donc, de commencer le cycle de prototypage plus vite dans le processus pour avoir le temps de faire plusieurs cycles. Donc, on prototype quelque chose, on le teste sur le terrain, on revient, on le change, puis on continue comme ça les boucles plus rapidement. Ensuite, on aurait aimé aussi intégrer davantage d'expériences de co-sensing, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, de visiter des lieux en groupe, de prendre le pouls de certains endroits en particulier, puis d'y aller les 23 ensemble pour juste se nourrir de quelque chose de différent, puis de revenir ensemble pour créer autre chose, pour réfléchir autrement. Encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ensuite, un autre apprentissage, c'est de se donner plus de temps et d'investir plus de temps. Donc, à la fois en amont, pour faire des entrevues avec les différents acteurs qui viennent, pour faire de la recherche, pour voir où on peut aller, comment on peut nourrir ce processus-là. Pendant aussi, comme je disais, pour le co-sensing, le prototypage aussi, avoir plus de temps, se donner plus de temps, puis après pour l'expérimentation. Donc, c'est pas grave. C'est à moi que je parle, c'est pas grave. Donc, en fait, 1 an, c'était pas assez. Ça nous aurait pris probablement 3 ans. Finalement, nos coups de cœur, les participants, parce que c'était des gens qui se sont engagés, qui se sont étirés, qui sont allés plus loin, qui ont essayé des choses qu'ils n'avaient jamais essayées. On leur a fait faire toutes sortes de patentes, on leur a fait faire de l'impro appliqué, on leur a fait faire toutes sortes de processus pour aller approfondir la réflexion. Puis ils ont trippé, puis ils nous en parlent encore. Donc, même là, après ça, après coup, 2 ans plus tard, ils continuent à appliquer ça dans leur milieu puis à faire des choses différemment. L'expérience de facilitation aussi, c'est un de mes coups de cœur parce que c'était pas facile. C'était de s'adapter au fur et à mesure du processus, beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité. Comment on prend soin du processus, comment on prend soin de ces gens-là, comment on essaie de pousser plus loin, puis de faire en sorte que la réflexion va faire un pas de plus. Les possibilités que l'univers des labs offre, surtout en contexte de complexité, tout ce que ça peut offrir pour l'intelligence collective. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un coup de cœur, puis le goût de recommencer, de le refaire encore avec plus d'argent et plus de temps et des meilleurs post-it. Finalement, si vous voulez en savoir plus sur notre lab, vous pouvez taper sur Google « Lab en mobilisation des collectivités Dynamo ». Vous allez tomber sur une vidéo de 10 minutes à peu près qui reprend le processus. Il y a des liens aussi pour aller voir des documents Rios Partners et d'autres choses comme ça. Voilà. Donc,
Bon matin tout le monde, mon nom est Lambert Lee, je suis le fondateur de l'atelier Helios Makerspace et à mes côtés Cédric Botton-d'Aigle qui est un membre du CA de l'atelier Helios Makerspace. Donc aujourd'hui, on va discuter des problèmes que les citoyens ici à Montréal et d'ailleurs dans beaucoup de métropoles fait face et la solution qu'on offre et après on va transitionner dans qu'est-ce qu'un Makerspace et à quoi ça sert. Ensuite, on va discuter des processus de création, comment est-ce que nous on fonctionne à Helios. Et on va présenter quelques scénarios les plus communs pour donner des exemples de ce processus-là. Et finalement, discuter des facteurs de succès de Helios. Donc, le problème ici à Montréal, c'est que c'est une grosse ville. On a une population relativement dense et c'est des problèmes qui sont très communs dans les grosses métropoles. On parle New York, Toronto, Tokyo, Paris. Et le premier problème, c'est que beaucoup de monde vit en appartement. C'est des petites places. C'est pas un endroit approprié pour avoir des équipements. Donc, si on parle d'un artiste, des ébénistes, ils vont pas avoir des outils chez eux nécessairement. Donc, des équipements qui peuvent être coûteux, qui peuvent être bruyants, encombrants, qui peuvent déranger les voisins, qui nécessitent des entretiens très spécifiques, qui nécessitent aussi une connaissance très spécifique pour les utiliser. Donc, la solution que nous, on offre, et on n'est pas le premier d'ailleurs, c'est avoir un espace. Donc, c'est basé sur 3 piliers. C'est d'avoir un espace qui est partagé, une place pour partager les connaissances et finalement une place pour partager les outils. Et cela fait un makerspace, ou en autre mot, un atelier collectif. Et en short, une analogie que j'aime bien présenter, c'est un gym. Donc, le monde va s'abonner à un gym pour avoir des grosses machines pour faire l'exercice parce qu'ils ne peuvent pas avoir ça chez eux. Donc, même concept, nous, on va avoir des outils tels que des outils de bois, de métal, des ondes 3D, des découpeurs laser, donc des outils qui sont très, très chers et aussi pas vraiment... tu peux pas vraiment avoir ça chez soi ou dans ton salon. Donc, c'est pour ça que le monde va venir à un espace communautaire. Et aussi, sur place, il y a des bénévoles, il y a des professeurs qui vont aller enseigner puis éduquer cette population-là à comment utiliser ces outils-là de la bonne manière. Donc, maintenant, Cédric va discuter des processus de création. Certains processus de création ont été remarqués dans le Makerspace. Souvent, les mêmes processus vont venir d'un membre à l'autre. Ils vont passer par les mêmes étapes, plus ou moins, soit qui arrivent avec une idée. Qui peut être très fixe ou très, très vague, dépendamment de la personne. Puis, à partir de là, le membre va débuter son projet, soit en tâtonnant, soit précisément en sachant ce qu'il fait, encore là, dépendamment du membre. Tôt ou tard, il va se buter un problème ou simplement va demander les conseils d'un autre membre ou d'un bénévole qui va l'aider, puis là, la collaboration commence pour le projet. Il va avoir un partage d'idées, puis le projet va évoluer avec ça jusqu'à résoudre le problème ou compléter le projet. Puis ensuite, le membre va soit revenir ou compléter d'autres projets et partager les connaissances qu'il a acquises avec les autres membres à partir de là. C'est là que les échanges se forment. De scénarios communs qu'on a vus, par exemple, je vais vous présenter le projet d'un de nos membres, l'exemple de progression d'un de nos membres, puis l'exemple d'un projet collectif qui a eu lieu à Helios. Donc, par exemple, il y a François qui a décidé de faire un haut-parleur fait maison, entièrement, à partir... il l'a construit en bois, puis il a fait tout l'électronique derrière. François avait des connaissances en ébénisterie, mais pas vraiment en électronique, donc il a sollicité beaucoup d'aide à partir des autres bénévoles à Helios. Le haut-parleur s'est réalisé de façon quand même assez brève, ça a quand même assez bien été, mais ça impliquait beaucoup d'autres membres, beaucoup d'amis qui, autour du même projet, collectivement, ont développé leurs connaissances et ont développé ce beau projet-là. François pense même peut-être créer un cours pour aider d'autres personnes à développer les haut-parleurs comme lui a fait. Ensuite, on a Jacinthe, qui est maintenant bénévole chez nous, qui a commencé par prendre un cours de tournage de bois, qui était donné par Alexandre Lavoie, qui est un artisan qui fabrique des flûtes à Helios, au tour à métal et au tour à bois, depuis maintenant un petit moment. Puis Jacinthe était très intéressé par ce cours-là, l'a pris, puis a continué de faire des essais avec différents matériaux, différents enduits par elle-même, au point de développer une certaine expertise, de se sentir assez à l'aise pour elle-même donner le cours. Puis ce cours-là est rendu très très populaire et il se donne de façon assez régulière à Helios pour créer des pousse-mines en bois, comme on peut voir en bas. Il y a aussi Trish qui a eu l'idée de développer, en fait, de faire de l'hydroponie maison.
Alors, on a créé un événement où il y a plusieurs membres intéressés qui se sont regroupés, puis qui ont prototypé en impression 3D un dispositif d'hydroponie fonctionnel qui s'est fait à partir de prototypage graduel puis de validation de design en groupe. Cet atelier-là a créé un certain intérêt chez nos membres, puis il y a le projet d'avoir un club d'hydroponie qui va se regrouper de façon régulière pour développer le design puis pousser un peu plus loin. Donc, les facteurs de succès, quels sont-ils? Donc, pour permettre ce processus de création de se faire d'une manière le plus smooth possible, il faut avoir une équipe qui est multidisciplinaire. Donc, tout ce qu'on voit à Helios, tout ce qui est fonctionnel présentement, c'est parce qu'on a une équipe extrêmement forte puis qui sait exactement qu'est-ce qu'ils font, du monde expérimenté et du monde qui savent comment utiliser les outils aussi de la bonne manière. Donc, c'est pas juste une équipe d'ingénieurs, c'est une équipe d'artisans, c'est des designers industriels, des architectes, du monde qui font des toitures de bois, des contracteurs. Donc, des bénévoles de champs d'expertise très différents. Et c'est comme ça qu'on peut permettre à des membres qui viennent qui font « Ah oui, moi j'aimerais ça faire, par exemple, l'électronique. Ah, c'est bon, on a quelqu'un pour ça. » Quelqu'un d'autre pourrait venir faire genre « J'aimerais ça construire un meuble en bois. » Ah ben c'est bien, on a du monde qui savent faire ça. Donc, avoir une équipe qui est diversifiée est extrêmement utile pour permettre ce processus-là. Finalement, ensuite, tous nos bénévoles ont été sélectionnés basés sur leur philosophie, basés sur leur entraide. Donc, c'est tout du monde qui ont une passion et qui veulent partager cette passion-là. Et en plus de ça, c'est des personnes qui veulent apprendre plus. Ils sont experts dans leur champ d'expertise, mais ils veulent aussi explorer d'autres technologies puis voir qu'est-ce qui est possible. Ensuite, il faut avoir un espace qui est adapté à la communauté. C'est même beau avoir un atelier, mais si ça ne répond pas aux besoins de la communauté, ça ne sert pas à grand-chose. Lorsqu'on crée Helios, on était très focusé électronique. Et finalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui venait parce que beaucoup de ce monde-là avait déjà l'équipement chez eux. Donc, c'était pas très pertinent. Et tranquillement, on a évolué vers l'ébénisterie, l'impression 3D, le travail du métal. Et ça, c'est des équipements qui sont dispendieux, bruyants, mais aussi qui demandent une connaissance spécifique. Donc, c'est là que le monde va faire « Ah, c'est intéressant, je veux venir apprendre plus. » Et je veux venir partager pour ceux qui ont plus d'expérience. Et finalement, on a remarqué à travers nos visites dans des makerspaces, hackerspaces, Fab Lab, dans l'Amérique du Nord puis aussi au Japon, c'est que un atelier doit être organisé, un atelier doit être sécuritaire. Quelqu'un qui vient pour apprendre, pour être introduit à une nouvelle technologie, ne va pas se sentir confortable si l'espace n'est pas sécuritaire. Puis ces personnes-là ne vont pas revenir si elles ne sont pas à l'aise dans cet atelier-là. Donc, c'est pour ça que ces 3 points-là sont en fond nos points de focus pour permettre le processus de création. Donc, la croissance d'atelier a été faite relativement linéaire. Donc, ça fait 2 ans qu'on est fonctionnel. Et là, maintenant, on est rendu à 190 membres. Et ça, c'est à travers tous nos événements. On a des membres, on a des bénévoles, on a du monde qui viennent parce que c'est des amis de nos membres. Et c'est une très belle progression, puis on est vraiment fiers de ça. On commence justement à sentir qu'on atteint une certaine masse critique de membres qui fait qu'on a une communauté plus active. Le bouche à oreille fait son œuvre, puis la communauté évolue un peu plus d'elle-même sans que manuellement on ait à contacter notre entourage et à développer ça. Même on a senti une certaine évolution de la communauté à partir d'une clientèle très techno au départ. Il y a beaucoup d'artistes et d'artisans qui se sont joints. Aussi monsieur, madame, tout le monde qui veulent simplement développer des connaissances dans un domaine ou dans l'autre. Ils commencent à fréquenter l'atelier. Donc la communauté est de plus en plus vivante. On remarque aussi par la localisation que ça rejoint un petit peu toute la communauté montréalaise, mais c'est très concentré dans la zone urbaine où c'est beaucoup des espaces locatifs. Donc on répond donc, comme on disait au départ, à une clientèle qui a besoin d'espace et de matériel pour réaliser leurs projets. En date de décembre 2015, on était rendu à 190 membres, à 19 bénévoles. On hébergeait 3 startups dans un espace de coworking qui nous aide à nous financer aussi.
Puis on avait réalisé 75 événements. Les événements sont très, très importants pour notre communauté parce que c'est là qu'on crée des cours, des ateliers pour autant développer de nouvelles connaissances que montrer l'utilisation des outils ou de nouvelles technologies.